Justement, Eric Vibert qui va nous parler du repérage péropératoire des pigments du foie. Tu parles en coréen ou en anglais? Je parle en coréen. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Je vais donc vous parler de l'intérêt et des limites de l'imagerie de fluorescence en chirurgie du foie. Donc, on a parlé beaucoup du vernadocianine. Le vernadocianine est un colorant vital qui est utilisé depuis très très longtemps pour mesurer la fonction du foie. C'est quelque chose qui est capté passivement par les hépatocytes et excrété activement dans la bile. Et on sait depuis très très longtemps que le taux de décroissance du vernadocianine dans le sang est associé à la fonction hépatique et que plus ça décroît vite, mieux ça marche. Donc en fait, depuis quelques années, on s'est rendu compte qu'en utilisant du vernadocianine, une caméra vernadocianine dont on parlera tout à l'heure, et dont on a déjà beaucoup parlé, on était capable de regarder cette fluorescence du vernadocianine, et on voit très très bien ici, chez un rat, que lorsqu'on injecte le vernadocianine, il disparaît du foie, je sais pas si ça marche, ça. Tout en haut. Voilà. Ici, on injecte du vernadocianine dans la cave d'un rat, on voit la fluorescence apparaître ici, et elle disparaît au cours du temps, et en 12 heures, il n'y en a plus. Et si au contraire elle persiste, ça veut dire que le foie ne marche pas très bien. Et en fait, des petits malins au Japon se sont dit, mais finalement, c'est peut-être un bon moyen de repérer des tumeurs du foie. En fait, ça a été débuté par ce monsieur qui s'appelle Ishizawa, qui travaille à l'université de Tokyo, qui a regardé des foies humains avec cette caméra vernadocianine, qui s'est rendu compte qu'en fait, les hépatocytes tumoraux captaient le vernadocianine et ne lui relibéraient pas le vernadocianine. C'est-à-dire que l'injection a été faite la veille, on opère le malade et on voit à la surface du foie un spot fluorescent qui correspond à une tumeur du foie qui a capté le vernadocianine. Et dans le domaine des métastases hépatiques de cancer du côlon ou des tumeurs très peu différenciées qui ne sont pas des hépatocytes, eh bien on a une couronne de vernadocianine en pourtour qui est la conséquence d'une accumulation d'hépatocytes tassés et peut-être des hépatocytes embryonnaires qui sont incapables de resécréter le vernadocianine. Donc la caméra vernadocianine est une possibilité, ouvre une possibilité d'exploration de la surface du foie. Alors c'est pas des habits, hein, c'est-à-dire qu'on ne voit pas à l'intérieur, on voit uniquement en surface. Ça c'est les coupes en anapathe qui permettent de faire en anapathe des choses supplémentaires. Mais en tout cas, ça permet d'explorer la surface du foie. Et cette équipe, qui est l'équipe qui a le plus d'expérience dans le monde sur le sujet, a publié des très grosses séries, en particulier cette série de 170 patients, où le vernadocianine est injecté 2 semaines préopératoires à une dizaine de 3 jours. Et ça, c'est très important, le timing d'injection du vernadocianine, parce que c'est indiscutablement un élément clé pour pouvoir augmenter la sensibilité, la spécificité de cet examen. Et vous voyez que dans ce travail publié dans l'Annals of Surgical Oncology il y a 2 ans, je crois, eh bien, on avait finalement une efficacité très importante de cette technique, puisque 21 lésions supplémentaires avaient été découvertes chez 19 sur 170 patients. Alors il y avait 14 CHT, quelques faux positifs, des nodules de régénération et 3 fois normales sans nodules. Et finalement, on avait une vraie intérêt à utiliser cette caméra vernadocianine en préopératoire. Je vais vous montrer qu'il y a quand même des limites à l'utilisation de cette caméra. Et j'ai eu la chance de travailler avec une société qui s'appelle Fluoptic, sur lesquels on a beaucoup travaillé là-dessus. C'est vrai que ces résultats japonais sont passionnants, mais ils nécessitent d'intégrer quelques points que je vais aborder avec vous. Alors, pourquoi ça marche, le vernadocianine? C'est que ce vernadocianine, outre le fait d'être capté en pourtour du nodule ou à l'intérieur du nodule, eh bien, il permet justement, à travers cette captation, de faire la différence entre un carcinome hépatocellulaire très bien différencié qui a capté le vernadocianine et qui n'a pas été capable de le relarguer, un carcinome hépatocellulaire mal différencié qui lui a capté et n'a pas été capable de relarguer. Et pour moi, la caméra vernadocianine est un outil pour pouvoir caractériser une histologie tumorale en préopératoire, et c'est surtout comme ça que je l'utilise, encore un peu plus que pour la détection de tumeurs, qui est efficace mais qui nécessite encore quelques ajustements. Le vernadocianine peut permettre aussi de découvrir des lésions en dehors du foie. C'est un papier passionnant toujours de l'équipe de Kokudo qui montre qu'on peut découvrir lors d'une laparotomie des nodules de carcinos péritonéaux qui sont des nodules de carcinome hépatocellulaire qui ont capté le vernadocianine. Donc c'est indiscutablement intéressant pour aller rechercher une lésion extra-hépatique qui est de l'hépatocyte tumoral à distance du foie. Donc là, je vous ai montré les travaux sur le carcinome hépatocellulaire. Dans le domaine des métastases hépatiques de cancer du côlon, les gens qui ont le plus d'expérience sur le sujet sont des Hollandais qui ont fait un travail qu'on a refait à Paul Brooks et on a exactement les mêmes résultats. C'est qu'en fait, ils ont injecté du vernadocianine chez des patients qui avaient des métastases hépatiques de cancer du côlon et ils se sont rendus compte que finalement, dans à peu près 12% des cas, ils trouvaient des lésions supplémentaires qui apparaissaient à la surface du foie comme des petites couronnes fluorescentes. Et en fait, ce sont des toutes petites lésions et ce n'est pas uniquement le vernadocianine.
c'est l'association de plusieurs éléments, c'est-à-dire le verre indocyaline, la palpation et l'échographie, et c'est particulièrement vrai lorsque on est sur des fois un peu pathologiques. C'est vrai que j'ai à Paul Brousse une expérience qui a été celle de nos camarades hollandais, puisqu'on a à peu près la même détection. Et en fait, j'ai pu faire ce travail que je vais vous montrer un tout petit peu, parce que c'est un très gros truc qui a commencé il y a quelques années maintenant. En fait, on a réussi à obtenir via un partenariat public-privé de l'argent, une toute petite partie, mais 270 000 € sur 34 millions. Mais en tout cas, ça a quand même permis de faire un peu de travaux autour de la chirurgie par la fluorescence, avec indiscutablement un partenaire qui est ici, les flux optiques, qui est un tout petit partenaire sur la slide, mais qui est un grand partenaire chez nous, avec lequel on travaille beaucoup depuis longtemps. Et on utilise ce matériel qui est donc, c'est pas du xénon, hein, c'est un laser. Et donc les images que vous allez voir sont un peu différentes de ce que vous avez pu voir avec les images de chez Stors. Donc ici, je vais vous montrer un film, j'espère que ça a marché, qui est un florilège en fait de ce qu'on peut faire en verre indocyaline, et vous allez voir que finalement ce verre indocyaline a une vraie sémiologie, pour pouvoir justement caractériser les lésions. J'espère que ça va commencer. Alors voilà comment ça s'utilise. On a cette caméra optique qui est utilisée en opératoire. C'est une grosse caméra. Il y a des outils actuellement, des travaux qu'on fait ensemble pour justement trouver des manières de miniaturiser cette caméra avec des applications endoscopiques probables. Donc ça, pour l'instant, c'est une caméra qui s'utilise en opératoire à ventre ouvert, avec un verre indocyaline qui a été injecté la veille. Et là, on est en train d'observer une patiente qui avait un petit cholangiocarcinome qui envahissait la voie biliaire, et justement sur lequel on cherchait une stase biliaire qui, elle aussi, s'illustre assez bien par le fait que la maladie, la bile ne s'écoulant pas dans une région stagnante, elle apparaît en fluorescence. Et vous allez voir maintenant des images qui sont des images qui illustrent bien la sémiologie chirurgicale. Donc ça, c'est un carcinome pulmonaire très bien différencié, avec un spot fluorescent. Et ça, c'est une métastase ou quelque chose de mal différencié, avec un halo qui est en fait quelque chose qui correspond à du CHC peu fluorescent. Donc ça, c'est très bien différencié, avec un CHC ici. Ça, c'est un partiel fluorescent, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un CHC mal différencié avec des zones de nécrose. Et ça, c'est une fluorescence périphérique avec ici une nécrose ou un CHC peu différencié ou un cholangiocarcinome qui correspond donc à une tumeur où il y a de la fluorescence autour. Et les métastases ont exactement le même aspect que les CHC peu différenciés ou les cholangiocarcinomes avec cette couronne de fluorescence en périphérie sans avoir de fluorescence en son. Alors maintenant, ça c'est une image d'un patient que j'avais opéré, qui j'ai fait une hépatectomie gauche du secteur antérieur. Il restait au niveau du secteur postérieur un nodule qui était présent et qu'on a resséqué, qui est un petit carcinopatho-cellulaire. Ça c'est quelque chose d'intéressant, c'est un carcinopatho-cellulaire très bien différencié, avec ici une zone de fixation et une zone non fonctionnelle qui correspond en fait à du verre indocyaline qui est resté dans le foie, parce qu'il y a un CHC avec notre thrombus portal tumoral qu'on voit très bien ici, qui est dans la branche porte du segment 4. Et c'est vraiment un élément intéressant, parce que ça va faire la différence entre un CHC avec une thrombus portal tumoral et un CHC chlorique. Et c'est pour moi un élément majeur. Ça, c'est la même chose, mais c'est un CHC avec un thrombus non tumoral. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas de captation de fluorescence, avec un CHC très bien différencié en haut. Ça, c'est du chlorique. Et ce que je vous ai montré avant, c'était du tumoral, parce que c'était fluorescent. Ça, c'est un CHC peu différencié, avec cette couronne péritumorale, qui pour moi est un élément pour pousser un peu plus les marges, parce qu'on sait que ces CHC peu différenciés ont un aspect, ont une agressivité tumorale particulière. C'est aussi un CHC peu différencié avec une zone de fixation péritumorale qui correspond en fait à une zone non fonctionnelle, parce que justement le verre indocyaline n'est pas fonctionnel sur un foie qui n'est pas perfusé au plan portal. Donc on voit parfaitement bien cette zone de... Je peux peut-être s'arrêter là. Voilà. Voilà la même chose sur cirrhose, et vous allez voir toute la difficulté de ce verre indocyaline sur cirrhose. Et bien en fait, il y a beaucoup de faux positifs pour la bonne et simple raison que le verre indocyaline reste un peu capté un peu partout. Il y a beaucoup de faux positifs. Et c'est vraiment la difficulté de cette technique qui correspond à faire le distinguo entre un vrai CHC et un petit nodule de régénération. Et actuellement, j'ai beaucoup de difficultés à trouver la bonne solution. Et c'est probablement un problème de delta d'injection du verre indocyaline qui va nous permettre d'avancer dans cette direction. Ça, je pensais que c'était un carcinopatho-cellulaire, et en fait, ce n'était pas un carcinopatho-cellulaire, c'était un nodule dysplasique. Alors, là, il y a vraiment encore des travaux à faire. Je pense que ça sera l'association d'une imagerie multimodale qui fera intervenir le verre indocyaline sous la forme de caméra, et peut-être des outils comme Cellvisio, qui sont une analyse histologique péropératoire, pour faire justement des choses plus précises et pouvoir caractériser en péropératoire
des choses qu'on suspecte de manière macroscopique. Alors voilà un état des métastases hépatiques de cancer du côlon. Alors là, c'est évident, la phase d'un caméra saline, et on voit parfaitement une tumeur. En revanche, ça, c'est une tumeur que je n'avais pas vue. J'ai découvert que j'ai un patient qui avait répondu à une chimiothérapie, c'était un petit nodule qui était à la surface du foie, qui était passé complètement inaperçu. Là aussi, des nodules que j'avais vus, mais certains auraient pu passer inaperçus. Ce que j'ai vu avant, je vous promets que je ne l'avais pas vu, j'aurais loupé sur la caméra. Et je vais vous montrer après voilà, un foie qui est parfaitement homogène avec des petites zones de nécrose là, qui correspondent, des petites zones fluorescentes qui correspondent à des cicatrices. Et ça, c'est un patient à qui on a fait l'hépatectomie pour les métastases multiples. Et dans la fin de la tranche, j'ai trouvé cette lésion qui était simplement restée dans le foie gauche. Et sans la caméra vernocéline, j'aurais laissé cette lésion. Donc indiscutablement, ces deux patients ont bénéficié sur donc 30 patients, parce que c'est une petite série prospective, de l'intérêt, donc 2 sur 30. Il me semble assez cohérent quand même de proposer de manière systématique cette technique, en particulier chez les patients qui ont des métastases hépatiques multiples. Et encore une fois, c'est l'association de plusieurs éléments, c'est-à-dire une palpation, une échographie et cette imagerie. Le cholangiocarcinome, alors là c'est une tumeur extrêmement fluorescente, en périphérie, mais pas en son centre, qui est responsable d'une réaction inflammatoire. Il y a probablement quelque chose à faire aussi entre importance de la fluorescence et nécessité de marge de résection. Je pense qu'il y a quelque chose à travailler là-dessus. Ça, c'est des zones de non-fixation parce qu'en fait, il y a quelque chose qui correspond à de la stase biliaire. Voilà. Au total, dans les métastases hépatiques de cancer du côlon, chez nous, ça a été utile franchement chez 2 patients. On fait 6% des cas, mais chez qui on leur a laissé la métastase. Maintenant, la problématique, c'est l'intérêt dans le carcinome hépatocellulaire. Donc en fait, on a regardé un peu nos résultats sur une série prospective récente. Et sur 25 patients, on avait donc une répartition qui était classique dans le domaine du carcinome hépatocellulaire. On a analysé 23 patients prospectifs et vous allez voir qu'en fait, la problématique, elle est là, c'est qu'on a beaucoup de faux positifs. Ces faux positifs étant dus au fait que dans certains cas, en particulier sur des cirrhoses, eh bien, il y a beaucoup de zones un peu fixantes pour lesquelles on a beaucoup de mal à faire la part des choses. Et je crois qu'il y a vraiment un challenge technologique pour améliorer les choses. Et une des solutions est évidemment d'injecter plus tôt le vermincelline parce que finalement, on a quand même découvert chez ces patients 16% de lésions qui étaient non détectables. Donc il y a quand même quelque chose d'intéressant, mais il y a des choses à faire en plus parce que là, il y a des patients chez qui j'ai fait des petites résections qui n'avaient pas lieu d'être parce qu'il n'y avait pas de tumeur sur la pièce. Donc maintenant, je ne me fais plus avoir parce que j'ai appris. Ici, vous avez un patient chez qui il n'y a pas de difficulté à faire la caractérisation d'un nodule qu'on verrait. Ici, c'est beaucoup plus difficile. Et là, je pense qu'il ne faut pas prendre de décision sur l'importance du caméra vernocelline parce qu'il y a trop de faux positifs. Et donc, il faut avoir l'association de choses multimodales, de l'échographie, de la palpation, peut-être dans l'avenir d'une analyse plus microscopique avec le Cellvisio par exemple, qui a en plus l'intérêt d'être CT sur le même lumière que l'ICG. Peut-être que le travail de Sylvain Jus, avec lequel je travaille depuis longtemps, permettra aussi d'avancer, parce que si on est capable de caractériser des lésions avec le vernocelline, on peut ensuite analyser la surface du foie avec les outils de Sylvain qui va nous dire, bah tu vois, ça c'est un CHC parce que ça consomme beaucoup plus d'oxygène que ce qu'il y a autour, et autour c'est plutôt de l'huile de régénération. Donc je pense qu'on va avancer comme ça dans cette thérapie multimodale pour pouvoir progresser. En tout cas, on est vraiment avec une maladie qui ici est évidente, avec un véritable intérêt. C'est pour moi un des CHC les plus illustratifs de l'intérêt, puisqu'il y avait cette zone de carcinome hépatocellulaire avec le thrombose portale tumorale, et ici un patient chez qui franchement le vermincelline a un intérêt qui est somme toute assez limité. Surtout si on commence à vouloir faire de la cystoscopie, parce que évidemment on a encore moins la palpation sous cystoscopie, même si évidemment l'intérêt du vermincelline, ça sera la cystoscopie pour pouvoir explorer la surface du foie. On avait regardé un petit peu les liens qu'il y avait entre la caméra vermincellline et l'efficacité qu'on avait à détecter des lésions. Eh bien, c'est quelque chose d'assez évident. En fait, le vermincelline en préopératoire est totalement corrélé à l'efficacité de cette technique. Si vous avez un vermincelline qui est globalement inférieur à 10% à 15 minutes, ben, ça fonctionne bien et vous avez des résultats qui sont bons, avec une sensibilité de l'examen qui est correcte. Et parce que le verre c'est totalement évacué, sauf dans les zones tumorales, c'est exactement ce qu'on voit dans les métastases hépatiques de cancer du côlon, dans les cholangiocarcinomes ou dans les patients qui n'ont pas d'hépatopétie. En revanche, dès que le vermincelline est à plus de 10%, et bien là on sait qu'on a des situations difficiles parce qu'on va avoir des faux positifs.
L'autre intérêt de cette caméra est aussi d'observer les voies biliaires, puisqu'évidemment le verre d'indocyanine s'évacue par voie biliaire. Donc de plus en plus, moi j'injecte un peu de verre d'indocyanine à la fin pour regarder comment se pacifient les voies biliaires. J'ai essayé de trouver une association avec le fibroscan, mais malheureusement je n'en ai pas trouvé. Donc au total, je crois qu'on peut conclure sur le fait que la caméra d'indocyanine est un outil très intéressant pour pouvoir détecter les lésions superficielles, en particulier chez les patients qui ont une fonction hépatique normale. Les limites majeures de cette technique sont le fort taux de faux positifs, en particulier dans le foie pathologique, et ça pose un problème dans le CHC, et que la perspective, c'est évidemment la célioscopie avec l'association de thérapie multimodale, peut-être celle que développe Sylvain Joux, et puis probablement ce genre de choses, c'est-à-dire des sondes spécifiques antitumorales qui vont aller préciser beaucoup plus clairement la position du tumeur à la surface du foie, mais c'est indiscutablement l'avenir de la chirurgie guidée par la fluorescence. Je vous remercie. Merci beaucoup Eric pour cette expérience très enrichissante. Qui veut poser des questions? Oui, Richard, chirurgien des foies, bien connu. Je pense que, si j'ai bien compris les dernières diapositives, le problème c'est finalement l'insuffisance hépatocellulaire. Ouais. Moi je veux dire du foie, je suis un élève de Jean-Pierre Benamou, à qui je renvoie ici. Et vous avez parlé de la clairance du verre d'indocyanine, c'est une vieille histoire. Et donc vous n'avez pas donné d'une chose qui me paraît très fondamentale, c'est peut-être certains malades à qui ça ne sert à rien justement, parce que la clairance peut... C'est un peu ce que j'ai cru croire comprendre dans les premières diapos, mais je pense que ça c'est un argument clé à donner. Il y a des malades à qui ça sert strictement à rien, et où l'échographie péropératoire 3D, qui n'est pas acquise par tout le monde, va à mon avis être beaucoup bien supérieur, notamment dans les métastases qui m'intéressent plus que... Je crois que c'est comme dans la vie, c'est complexe. Et en fait, la problématique, c'est qu'on est avec certains malades chez qui, en effet, le verre d'indocyanine ne va pas être efficace pour exactement les précisions que vous avez apportées. Et bien, chez ces patients-là, il faudra en fait faire l'injection du verre d'indocyanine 3 jours avant, pour pouvoir justement en considérer que ce foie est malade, et comme il est malade, on doit se donner le temps de pouvoir avoir une évacuation du verre d'indocyanine pour avoir cet effet noir-blanc qui correspond, qui permettra de mettre en évidence les tumeurs. Je crois que la clé elle est là, donc je pense que chez un patient qui a un verre d'indocyanine bas, enfin normal, on peut faire la veille, et sinon il faut le faire avant. Donc en moralité, chez nous, maintenant à Paul Brousse, on injecte le verre d'indocyanine non pas la veille de l'hépatectomie, comme tout ce que je vous ai montré là, mais 3 jours avant, et on a des résultats qui sont franchement meilleurs. Je vais juste me permettre d'ajouter une chose, mais là c'est en tant que vice-président et cher collègue. Il faut vivre l'académie, il faut absolument que tu fasses un résumé quand tu viens ici. Maintenant, je te parle en tant que, puisque tu as fait une réflexion sur l'anglais, je fais une réflexion. Il faut faire des résumés quand vous venez parler à l'académie. Je ferai un résumé. Merci beaucoup. Je dirais que j'ai plaisir à voir qu'il a progressé depuis de façon formidable depuis les premières célioscopies. Grâce à vous, monsieur. C'est vrai que je m'en souviens. Mais quelle est réellement la place de la célioscopie maintenant? Parce qu'à l'évidence, il va y avoir des indications très fines et difficiles. Il a été souligné que cette technique était peut-être trop d'exploration fluoroscopique était peut-être inutile. J'ai dû merveilleusement tout exposer. Voilà. Et quelle va être la place de la célioscopie? Parce que s'il n'y a pas de perspective thérapeutique XRS, non, en fait, je crois que la caméra à verre d'indocyanine a évidemment une perspective très intéressante dans le domaine de la célioscopie. Et d'ailleurs, je développe avec Fluoptique des associations pour pouvoir faire de la célioscopie. On a des résultats magnifiques. Maintenant, c'est le début de l'histoire, mais c'est la suite de l'histoire. C'est-à-dire que là, je vous ai montré, pour moi, la plus belle fluorescence qui existe, c'est celle-là. Bon, c'est celle que je connais, hein, pour être très honnête, mais je connais un petit peu le sujet. Et la suite, ça va être de pouvoir explorer la surface du foie avec la caméra d'indocyanine pour justement ne pas avoir la palpation. Mais il faut avoir l'expérience qu'on a pu engranger justement dans la caractérisation des malades chez qui ça a une valeur. C'est exactement ce que disait monsieur, c'est-à-dire que chez les patients qui ont une cirrhose, il ne faudra pas qu'on prenne de décision sur la valeur, enfin, une cirrhose avec un ICG très bas, chez qui on n'aura pas fait attention aux délais, il ne faudra pas prendre des décisions. Mais sinon, c'est un outil fantastique, parce que, outre le fait de détecter des tumeurs, ça permet aussi de faire de la chirurgie anatomique, parce qu'on peut utiliser des injections de verre d'indocyanine péropératoire pour pouvoir aller localiser certaines régions du foie qu'on aura clampées
lors de la stéréoscopie pour pouvoir faire de la chirurgie guidée par l'image opératoire, outre le fait que ça peut être un outil aussi pour faire de la réalité augmentée, parce que c'est des fiduciaires qui vont vous permettre de mesurer et de positionner des 3D sur le fond en plus. Donc c'est un outil supplémentaire dans l'armentorium célioscopique. Bravo en tout cas. Merci monsieur. Félicitations. D'autres questions? Quel est ton prochain essai clinique là, parce qu'il va être temps de démontrer maintenant quelque chose. Bah, l'essai clinique s'appelle MODEP, il s'appelle Camvic, MODEP c'est un autre, Camvic, et il a pour objectif d'explorer l'intérêt de la caméra Vernado-Staline qui est actuellement développée par Fluoptic, Apple Brooks, dans une étude qui va commencer très prochainement, là, au mois de mai, en collaboration vraisemblablement avec des optiques stores, c'est-à-dire. Donc tout le monde sera content. Et le but de l'étude est montrer que... Et le but de l'étude, c'est de montrer qu'on a une caméra qui fonctionne bien. On est en fait actuellement dans une démonstration de fiabilité du matériel, de safety du matériel, mais pour des raisons liées au principe de précaution, on est obligé de passer par ces études-là, en sachant qu'il y a déjà des choses qui ont été faites, en particulier par des Japonais, sur du matériel qui s'appelle Novadac. Novadac, c'est un truc canadien, pas japonais, canadien, mais ce qui coûte excessivement cher, et je pense qu'on peut faire mieux pour moins cher. Je vais vous ajouter quelque chose, parce que l'étape suivante, c'est finalement berge saine dans les métastasectomies pour polymétastase et de cancer hépatique. Oui, absolument. Parce que ça change complètement la vie, Oui. où il faut couper. Oui, absolument. Mais ça, on l'a fait, ça, je l'ai fait en laparotomie, et en fait, on a, sur 30 malades, c'est très difficile de pouvoir conclure des choses. Mais il y a des études actuellement sur justement l'impact du fait qu'on passe en dehors de la zone fluorescente péritumorale, et si on passe en dehors, on est tout le temps R0. Et la question que je suis en train de me poser, c'est justement, est-ce que l'infiltration péritumorale, en particulier inflammatoire, qui peut être finalement un témoin de la réponse immunitaire, on sait ce que ça a actuellement comme conséquence dans le cancer, et finalement pas quelque chose à prendre en considération. C'est-à-dire que l'épaisseur de la couronne compte aussi. Donc c'est un outil qui va permettre de faire des choses fantastiques. Mais c'est vrai qu'on est au début de l'histoire. C'est aussi la fin de l'extempo? Ah, c'est une très bonne question. C'est probablement la fin de l'extempo, c'est la phase d'après. La fin de l'extempo, c'est un appareil extraordinaire qui s'appelle le Cellvisio, qui est développé par une boîte française qui s'appelle Monaka Technologies, qui permet de faire de l'anapathe vivo. Et ça, en effet, c'est la fin de l'extempo. Enfin, la fin de l'extempo. Le problème, c'est pas l'extempo, c'est les anapathes. Et la difficulté, c'est justement de trouver des solutions où on ne va pas faire disparaître le métier d'anapathe. Donc il faut qu'on ait plus dans les problèmes qui sont pas loin du problème de Uber, par exemple, des disparitions de certains métiers. C'est pour ça que ça freine un peu, mais je pense que c'est ça la disparition de l'extempo, c'est pas ça, c'est le Fluoptic, c'est cette visite. Pas d'autres questions? Merci beaucoup, Eric.